Donc à 8h14 le 6 août 1945, la première bombe atomique de l'histoire explosait sur Hiroshima. 3 jours plus tard, Nagasaki était visée à son tour. Au total, environ 250 000 personnes ont été tuées dans ces bombardements et 313 000 ont été irradiées. Depuis, le monde est entré dans une nouvelle ère nucléaire dont il n'est jamais sorti. La preuve, Donald Trump a annoncé vendredi dernier avoir positionné 2 sous-marins nucléaires face à la Russie. Dans ce contexte, ça nous paraissait important d'accorder un petit peu de temps à la paix et à la mémoire. Alors, je vous l'ai dit, on devait le faire avec Roland Nivet, le porte-parole du mouvement de la paix, qui a des petits problèmes pour se connecter, mais que vous retrouverez en entretien sur le site internet aujourd'hui. On va quand même passer un petit peu de temps sur Hiroshima et Nagasaki. Qu'est-ce que ces 80 ans ont de spécial en ce moment? D'abord, quelle commémoration est prévue? Est-ce que, en général, les commémorations rondes, on appelle ça, revêtent une importance particulière? Qu'est-ce qui est prévu cette année au Japon et peut-être partout dans le monde? Oui, alors, premier point, bon, tu l'as dit, un petit cadrage, 6 août 45. La guerre en Europe est terminée. Hein, le 8 mai, l'Allemagne nazie a signé, a acté sa reddition. Et ça continue en revanche sur le front pacifique. Et depuis, je ne sais plus exactement, 40, 41, 42, les États-Unis mènent un projet, Manhattan Project, donc de confection d'une bombe atomique sous l'égide du scientifique Robert Oppenheimer. Vous pouvez aller voir le film Oppenheimer qui est assez... qui est à mon sens bien et qui est très intéressant parce que ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure. Le fil rouge de ce film, c'est le macartisme, justement, parce que Oppenheimer c'est pas seulement le créateur de la bombe atomique, il a été aussi victime du macartisme, parce qu'évidemment, il a travaillé, lui-même a eu des engagements à un moment assez dans les années 30, mais un peu comme tous les scientifiques et les intellectuels, beaucoup, hein, très à gauche, voire proche des communistes. Il a été pourchassé pour ça à partir des années 47. Ouais. Et donc, les États-Unis, ils en font un choix, à mon sens, assez clair, qui est de pas tellement de terminer la guerre au plus vite. L'argument états-unien, c'est de dire l'Empire japonais ne voulait pas arrêter la guerre, donc ça allait causer encore plus de morts, et le seul moyen c'était la bombe atomique. Bon, ça c'est l'argument officiel. En fait, les États-Unis ont dit, nous disposons là d'une arme unique, nous sommes les seuls, donc nous allons marquer l'après-guerre, c'est moins la fin de la guerre que le début de la guerre froide, hein. Et on va montrer à tout le monde, notamment aux soviétiques, qui sont pour l'instant nos alliés, mais quand même nos rivaux. On sent bien que ça chauffe. Voilà, nos rivaux idéologiques. On va marquer notre avantage concurrentiel à ce moment-là avec une bombe, la bombe atomique, donc à Hiroshima le 6 et à Nagasaki le 9. Et ensuite, l'URSS aura la bombe en 49, puis la Grande-Bretagne en 60, la France en 64, et voilà. Et après la crise des missiles de Cuba en 62, où quand même le monde a eu l'impression d'avoir été au bord du gouffre, parce que là, ça opposait 2 puissances nucléaires. Globalement, je fais vite, hein, la communauté internationale s'est dit, bon, ça serait bien de sortir de cette ère, de cette folie. Et donc, en 68, est adopté un traité de non-prolifération. Le TNP, souvent, il est appelé comme ça dans les médias. Qui a, donc d'abord, on dit qu'on ne va pas faire proliférer cette bombe. Et il y a un des aspects qui est je voulais interroger Roland là-dessus, mais il le dit dans l'interview, qui est un peu trop oublié dans le TNP, c'est que l'article 6 impose une obligation de désarmement. Donc c'est pas seulement qu'on va arrêter d'en faire plus, c'est que l'objectif final, c'est quand même qu'il n'y en ait plus du tout. C'est pas de limiter le stock. Et puis, bon, on voit qu'il y a ce qu'on appelle la prolifération verticale et horizontale, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'États qui ont la bombe. Certains sont signataires du TNP, d'autres ne le sont pas. Donc il y a 3 pays qu'on estime être des puissances nucléaires qui ne sont pas signataires du traité de non-prolifération nucléaire, parce que ça implique aussi d'avoir des inspections internationales. C'est l'Inde, le Pakistan et Israël. Voilà. Et la prolifération, ça c'est horizontal, et la prolifération verticale, c'est que les pays, alors l'URSS et les États-Unis ont réduit leur stock au cours des années 80, notamment 90, mais enfin on est quand même à des milliers, et donc il y a 100 millions de fois la capacité de détruire la planète, Hiroshima, et donc de détruire la planète au final. Voilà. Tu disais...
donc années 70, la crise de Cuba et le début du TNP, 76, tu disais 68. 68, ah oui. 68. J'ai pas revu mes cours d'histoire. Et donc, je le disais en intro, on est rentré dans une ère nucléaire dont on est, donc en 45, dont on n'est jamais vraiment sorti. Qu'est-ce que c'est que cette ère nucléaire? C'est à la fois la prolifération, tu disais, verticale, donc les pays en ont plus, et horizontale, il y a plus de pays qu'en ont. Qu'est-ce que ça implique, cette ère nucléaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une des conséquences est, par exemple, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, on dit bah, attention, faut faire attention quand même, ce pays-là à la bombe atomique, faisons gaffe, quoi. Oui, parce que l'argument, notamment l'argument en France, c'est de dire que c'est le principe de la dissuasion nucléaire. Alors Roland en aurait beaucoup mieux parlé que moi, mais donc, puisque nous avons l'arme nucléaire, personne ne va oser nous attaquer de manière conventionnelle, avec des chars, avec des missiles, puisque nous avons un moyen de représailles qui est infiniment supérieur, et donc personne ne nous attaquera. En gros, on a le gros bâton, personne ne va venir nous attaquer avec un petit bâton. Ça, c'est l'argument. Alors, d'abord, on peut remarquer que ça n'a pas empêché les guerres depuis 1945, cette ère nucléaire, mais j'irais même peut-être un peu plus loin. Est-ce que Vladimir Poutine aurait envahi l'Ukraine si la Russie n'était pas une puissance nucléaire? Certes, la Russie a un avantage sur l'Ukraine. D'abord, ils sont 3 fois plus nombreux. L'armée est plus puissante. Donc, vous pouvez penser gagner cette guerre. Mais avec une situation de puissance nucléaire, il y a une sorte d'impunité, de sentiment d'inviolabilité. Donc je peux faire ce que je veux, j'ai la bombe nucléaire. Et d'ailleurs, ça revient très souvent dans le discours de Vladimir Poutine ou de Medvedev, l'ancien président russe, qui est président du Conseil de sécurité, maintenant en disant, attendez, si vous faites ça, nous on a l'arme nucléaire. On vous attaque et de toute façon, vous n'allez pas tellement pouvoir riposter, puisque si vous ripostez, on a la menace ultime, quoi, alors que vous l'avez pas. Et donc, vas-y, tu voulais continuer? Oui, non, parce que tu n'as pas répondu à une question que tu avais soulevée tout à l'heure. Oui, et il y a eu un petit... alors, je ne sais pas si c'est un virage, mais enfin, il s'est passé quand même quelque chose le week-end dernier, où donc Medvedev a encore fait une sortie très provocatrice contre Donald Trump en disant s'il veut s'en prendre à la Russie, je conseille de regarder la série Breaking Bad. Pas Breaking Bad, The Walking Dead. Oui, Breaking Dead, rien à voir, Breaking Bad. Bon, j'étais en train de faire le lien avec les gens qui font de la drogue. Oui, non, rien à voir. Et avec référence à ce qu'on appelait le système de la main morte dans la Russie soviétique, dans l'URSS des années 60-70, c'est-à-dire un système de représailles automatiques. Un peu, pour ceux qui n'ont pas vu le film, alors je sais que c'est une référence, on m'a dit ça il y a 2-3 jours, je l'ai mal pris, c'est une référence un peu boomer, mais Docteur Folamour de Kubrick, en 1962, est extraordinaire. D'abord parce que les acteurs sont géniaux, tout est génial, et ça parle de ça. En fait, c'est une espèce d'engrenage ou de truc automatique, en truc automatique, on va vers l'apocalypse. Et Trump, en réponse, donc, dit je vais, au cas où ça serait sérieux, cette menace, je vais repositionner 2 sous-marins nucléaires à portée de la Russie. Bon, c'est une déclaration politique plus que militaire. Oui. Il n'a pas repositionné de sous-marins pour 2 raisons. D'abord, les sous-marins, les missiles nucléaires des sous-marins ont une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Et 2, si tu les bouges, tu les fais repérer sur les radars. Donc ils restent là. Mais politiquement, ça dit quelque chose. Ça veut dire que c'est quand même une forme d'escalade, sachant qu'il y a l'ultimatum qui prend fin samedi. Alors l'ultimatum donné à Donald Trump, à Vladimir Poutine pour cesser la guerre en Ukraine. C'est samedi, c'était 50 jours, puis il l'a ramené à 10 jours ou 12 jours. En tout cas, c'est samedi. Donc on voit bien quand même qu'il y a, il y a 2 puissances nucléaires là, qui sont dans une forme d'escalade. On peut toujours penser que non, c'est pas possible. Si c'est possible, de toute façon, je serai plus là pour vous en parler, on sera plus là non plus, mais... On voit bien qu'on vit en permanence ce qui est supposé être la garantie de notre sécurité et constitue en fait le plus grand danger qui pèse sur l'humanité. Quelqu'un demandait qui nous sommes. Christophe de Roubaix à ma droite, grand reporter au service international et notamment spécialiste des États-Unis. Et moi, Théo Bourriot, journaliste au service web et un des animateurs de cette chaîne Twitch. Je le disais, on est le 5 août, donc demain, c'est les commémorations, les 80 ans d'Hiroshima et donc le 9 août de Nagasaki. Est-ce que ces commémorations, alors d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'au Japon, j'imagine qu'il va y avoir des événements particuliers, mais est-ce que surtout dans le contexte actuel, comment ça va impacter ces commémorations? Alors, c'est l'objet du papier que vous pourrez lire dès ce soir, je crois, qui fait l'ouverture du journal de demain, d'Axel Nodino, qui est notre spécialiste Asie, et qui le prend du point de vue du Japon, et qui explique en fait que
il y a une forme d'oubli d'Hiroshima et Nagasaki, de manière un peu paradoxale ou contre-intuitive, mais pour des raisons politiques. C'est-à-dire que la droite qui est au pouvoir, la droite nationaliste qui est au pouvoir, d'abord ne veut plus entendre parler de cette période parce que c'est le symbole de la défaite. Et puis c'est aussi rappeler tout ce qu'a été le colonialisme nippon sur le continent asiatique. Et puis parce qu'ils sont de nouveau... Il y avait quand même... S'il y a un pays qui était anti-nucléaire, par définition, ça a été le Japon. Et là, depuis plusieurs années, il y a un virage où d'abord le gouvernement conservateur, il s'appelle le Parti libéral, mais ce sont des conservateurs en fait. Le Japon n'avait le droit qu'à des forces armées défensives depuis 1945. Depuis quelques années, ils ont le droit d'avoir des forces armées offensives. Et surtout maintenant, les dirigeants conservateurs évoquent le parapluie nucléaire américain. C'est-à-dire que le pays qui était le premier pays atomisé de l'histoire, le plus antinucléaire, devient un adepte de la dissuasion nucléaire et donc renforce ce discours selon lequel il faut avoir une arme nucléaire pour compter sur la scène internationale. Donc il n'y aura pas forcément un hommage et des cérémonies. Il y aura à Hiroshima, clairement, à Nagasaki aussi, mais pas forcément dans une ambiance de consensus national avec des dirigeants qui vont porter ça. C'est notamment, ça aurait été bien d'entendre Roland Divet à ce sujet, mais il a rencontré des Ibakusha. Oui. Alors moi j'ai appris ce qu'étaient les Ibakusha. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ce sont les survivants, c'est comme ça qu'on appelle les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, qui ont une sorte de double peine. D'abord la peine physique, parce qu'ils ont survécu, mais ils ont été dans leur chair. On connaît tous plus ou moins ces images. Et puis il y a une peine sociale, parce qu'on pensait qu'ils pouvaient eux-mêmes transmettre les radiations. Donc les femmes racontaient qu'elles étaient... j'ai vu un documentaire il y a 2 jours, une femme racontait que tout le monde la tenait à distance, personne ne voulait la rencontrer. Donc, oui, c'est une histoire assez terrible. Bon, il n'y a plus beaucoup d'Ibakusha maintenant, mais il y en a encore quelques-uns, dont certains participent à la conférence à laquelle assiste Roland Divet à Hiroshima, où il y a des centaines, voire peut-être même plusieurs milliers de pacifistes du monde entier qui se réunissent en ce moment. Peut-être une dernière question, c'est le chat qui m'y fait penser. C'est vrai que le nucléaire, la bombe atomique est omniprésente dans la pop culture. Il y a beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de mangas qui dépeignent un monde ravagé par la guerre nucléaire. Comment d'un côté on voit la prolifération de l'arme atomique, et d'un autre côté on a quand même l'impression que dans l'imaginaire collectif c'est encore très présent, quoi. Comment on peut oublier à ce point les ravages de la guerre nucléaire alors qu'on a l'impression d'être confronté tous les jours à ses conséquences? Dans pop culture, il y a populaire. Je pense que les peuples, pour le faire simple, ou les opinions publiques, vous choisissez le mot que vous voulez, n'ont pas oublié ça. Mais qu'en fait, ce sont à l'instar du gouvernement nippon, ils l'ont pas oublié non plus, mais en fait, ils l'instrumentalisent. Et donc, il y a quand même une sorte d'effet ciseau entre des opinions publiques qui sont très conscientes du danger que représente l'arme nucléaire, et ça se retranscrit dans la pop culture. Et puis des dirigeants des pays, notamment des pays détenteurs. Ouais, je voudrais redire un truc là-dessus sur la question de la détention d'armes nucléaires. Qui soit on va vers un désarmement, donc je fais une transition un peu abrupte là. Non, c'est la question de l'arme nucléaire. À partir du moment où tu as X pays qui détiennent l'arme nucléaire, alors il faut savoir aussi que, je refais dans l'ordre, certains pays ont acquis l'arme nucléaire, d'autres pays ont renoncé à l'arme nucléaire. Donc c'est très important ça. L'Ukraine a renoncé à l'arme nucléaire et a rendu ses stocks à la fin de l'URSS. Le Kazakhstan aussi. L'Afrique du Sud, démocratique, a mis fin au programme qui avait été lancé par l'apartheid. La Suède a renoncé volontairement. Donc il y a aussi plein de pays qui ont renoncé à l'arme nucléaire. La Suisse, qui avait un moment aussi bizarre que ça puisse être, avait développé un programme, l'a abandonné. Bon, voilà. Et d'autres pays le font. Donc quand vous prenez les relations mondiales, internationales, donc la force militaire, ça compte encore, c'est comme ça. Et quand vous avez un avantage concurrentiel qui est démentiel par rapport aux autres, c'est-à-dire rien de concurrentiel nucléaire, et que vous n'y renoncez pas, donc forcément, le voisin a envie d'avoir la même chose. C'est ce qui s'est passé entre l'Inde et le Pakistan. Je ne sais plus si c'est l'Inde qui l'a eu d'abord. Et le Pakistan, son pays voisin et rival, a dit mais moi j'en ai besoin aussi. Israël, là, l'Iran veut l'avoir. La Corée du Nord
là, parce que la Corée du Sud a le parapluie nucléaire américain. Donc on voit bien qu'en restant dans cette espèce de statu quo, en fait, c'est pas vraiment un statu quo, ça encourage d'autres pays à l'avoir. D'ailleurs, il y a un traité de 2017, le TIAN, on n'a pas parlé, traité d'interdiction des armes nucléaires, parce qu'on s'est rendu compte que le traité de non-prolifération ne suffisait pas, donc maintenant il y a un traité d'interdiction des armes nucléaires, c'est pas un cran au-dessus, qui est signé par 142 pays de mémoire, mais principalement des pays du Sud, et les pays détenteurs ne l'ont pas. Et si vous prenez le Conseil de sécurité de l'ONU, les membres permanents, il y en a 5, les 5 sont ce qu'on appelle des pays dotés, donc dotés de l'arme nucléaire. Donc on voit l'asymétrie des relations internationales que ça crée.